Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Comme vous savez, ce balado est présenté par Keg Management. Si vous avez besoin de Keg pour louer, location ou achat, contactez Keg Management. Et bien sûr, également, c'est Keg Management qui nous commandite. Si vous avez besoin de canettes imprimées en 3 semaines ou du canage mobile, contactez Keg Management. On mettra toute l'information à la fin du balado. L'année s'en vient, l'année finit dans pas long. Puis, le monde pense qu'ils sont en vacances, la TPS est passée, s'en vient, tout ça. Tout le monde pense qu'il y a rien qui s'en vient encore dans l'industrie brassicole. Comme je disais à tout le monde, la beauté du B2B dans l'industrie brassicole, qu'il y a plein de choses qui se passent. Une des nouvelles qui est arrivée chez nous, ça a été comme une bombe. On parle souvent des bombes qui arrivent, mais ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment un peu comme il y a un peu dépassé cette histoire-là. C'est que David Deschaines, maintenant ex-propriétaire de Birologue et Vinologue, annonce un changement d'administration. Après plus de 12 ans à mettre en place vraiment, faire connaître la bière, puis un des premiers à faire connaître le vin à plaque du Québec. Sa référence. Est-ce qu'il tire vraiment sa référence? On ne sait pas. Mais c'était un peu weird, un peu comme message. Mais je voulais parler avec lui parce que, on se connaît depuis longtemps. Je pense qu'on a fait une entrevue seulement une fois, par courriel. On se voit souvent, on s'est vu dans des événements. Puis la beauté, c'est quelqu'un qui est très intègre dans sa façon de travailler, sa façon d'amener la bière du Québec. Ouais, à Hochelag, il faut dire, c'est là qu'il a fait connaître du monde. Il a fait des lancements, il a fait des dégustations. Et puis, plus de 12 ans, il a vu le début, puis les défis qui existent des brasseries maintenant. Il a vu du monde qui ont lancé comment ça s'appelle ça, des détaillants spécialisés qui ont fermé. Comme vous savez, le Baron Mag, on suit beaucoup. La montée de Tifred, c'est une des affaires, mais on a vu beaucoup de changements. Il y a eu des changements, bien sûr, des produits, des changements, beaucoup de nouvelles brasseries qui embarquent, des brasseries qui ont fermé. Il y a vu, bien sûr, les changements d'achat, la pandémie, écoute, man, plein d'affaires. Puis on ne pouvait pas quitter l'année sans parler avec lui. Moi, je voulais vraiment, number one, parler de son travail qu'il a fait et bien sûr aussi connaître qu'est-ce qui se passe dans l'industrie parce que après plus de 12 ans, il va prendre du recul, comme beaucoup de monde après l'industrie. Moi, dans le temps, j'étais plus dans la musique. Là, j'ai pris un recul dans la musique, puis je vois des affaires différemment. Et je pense qu'avec qu'est-ce qui se passe avec son départ, comment un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. So, avant les fêtes, David Deschaines, comment ça va? Ça va super bien. On se remet de tout ça. Comme tu as introduit, c'est une grosse étape dans une vie, mais il y a quand même un côté privilégié là-dedans parce que il y a des séquences de quand tu quittes, c'est-à-dire, moi, je l'ai annoncé comme une continuité. Ouais. Donc, je quitte, mais je quitte pas, tu sais. Fait que quand tu as le privilège de garder un pied dans l'industrie ou bien dans la boutique, dans mon cas, c'est un privilège aussi. Puis on en parlera peut-être tantôt, mais de choisir aussi le bon temps pour quitter, puis les bonnes personnes pour prendre la relève. C'est un privilège dans l'industrie qui est tellement fragile quand tu as un commerce de détail, un commerce de rue, ou bien n'importe quelle industrie qui n'est pas nécessairement extrêmement branchée en ligne. C'est un privilège de pouvoir passer le flambeau, finalement, à ton moment ou à ta Avant manière. de parler de tout qu'est-ce que tu as fait, la stratégie, la vision, tout ça, tu es parti, disons, tu es déjà parti, tu as ta dernière semaine de dans le plancher. À qui tu as laissé le biologue? Moi, quand j'ai ouvert, il y a 12 ans et demi, j'avais 40 ans. Fait que j'avais beaucoup d'énergie, puis beaucoup d'innocence aussi. Puis c'était un bon mix pour te lancer en affaires, parce que quand tu te lances, si tu n'as pas l'innocence ou le rêve, tu te lances pas parce que tu sais pas ce qui va arriver vraiment. Tu peux pas contrôler. Une fois que le dé est lancé, le dé quitte ta main, il y a un peu... la vie fait son cours, puis tu peux pas contrôler tout ça. Mais c'est un peu comme... c'est ça, quand j'ai ouvert, j'avais 40 ans, puis j'ai vendu à des gens qui ont 40 ans. 3 gars.
qui ont 40 ans. Fait que je me voyais un peu là-dedans, dans le sens que beaucoup d'énergie, puis tu veux que ça fonctionne, puis c'est dans ces années-là que tu construis ton patrimoine ou ta carrière aussi. Avant ça, tu te fais des dents, tu te fais de l'expérience, puis souvent, rendu à un certain âge, ben tu dis, j'ai assez d'expérience pour me lancer. Fait que c'est 3 gars, 2 bailleurs de fonds qui sont plus l'arrière-scène, OK. qui ont des sous un petit peu. Tu sais très bien, les gens le savent très bien que l'économie, depuis 1 an et demi, est au ralenti. Et puis avant ça, ce fut la COVID, donc beaucoup d'incertitudes. Fait que ça prend des gens qui ont des poches un peu plus profondes pour passer à travers. Nous, on est vraiment bien dans le sens que on a passé à travers la COVID, ça a été une incertitude incroyable, mais on a pris le prêt de 40 000 puis on l'a remboursé sans problème. On a juste bien géré nos choses, mais on a été très étape par étape, puis on n'a pas pris rien pour acquis. Puis au final, quand il a fallu rembourser le prêt, ben on l'a remboursé. Mais la récession, elle est dure en ce moment. On s'en tire très, très bien parce qu'on a une boutique ancrée dans le quartier. On est vraiment une boutique du peuple. Tu sais, les gens, peu importe leur portefeuille, viennent dans la boutique. Tu sais. Les gens qui viennent chercher une bière d'épinette à 3 $ ou une bouteille à 40 $, ben les deux, ils rentrent dans la boutique. C'est ce qu'il faut que tu fasses dans mon genre de boutique. Puis, je te dirais que l'économie étant tellement fragile que ces gens-là de 40 ans qui ont un peu de sous, ben si une autre année et demie moyenne ou difficile économiquement, ils vont passer à travers. Ils vont même pouvoir investir un peu dans la boutique parce que moi, en 12 ans et demi, j'ai toujours mis étape par étape des investissements. Tu sais. Tu mets 20 000, tu mets 40 000, tu mets 60 000 d'investissement pour changer tes frigos, de la décoration, défoncer un mur pour agrandir, tout ça. Fait que tu mets des 100 000 $, mais moi, dans mon cas, c'était graduel. Mais eux, je pense qu'ils ont les reins solides pour passer à travers une autre année et demie facile de récession. Puis il y a aussi un gars de plancher qui, lui, va faire du plancher, donc qui a l'expérience de gestion. Fait qu'un gestionnaire, un gars dynamique avec de l'expérience, puis un peu de sous en arrière. Fait que c'est 3 gars de 40 ans, dans le fond. Là, je trouvais que c'était juste un bon momentum pour eux et pour moi, puis c'était un bon fit. Toi, tu vas faire quoi maintenant? Tu prends un peu de recul, tu prends de vacances, ou qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais je fais encore les réseaux sociaux de la boutique. Mm-hmm. Lors d'événements qu'on participe, entre autres la cuvée, lorsqu'elle va revenir, parce qu'on va voir là, si la cuvée revient, c'est là qu'on se rencontre, moi puis toi, souvent, à la cuvée, au comptoir du vinologue, entre autres, je vais être là de l'événement, je vais m'occuper de l'organisation des événements aussi. Puis, je suis là aussi conseiller de la boutique, fait que j'ai quand même une rémunération. Puis moi, j'ai allé par contrat ou par mini-contrat à dire on se donne 6 mois pour faire ça. Puis les 2 parties, après le 6 mois, ben si on est content, on continue parce que je ne voudrais pas me faire acheter dehors un jour du biérologue. Là, ça se fait pas. Je me fais acheter dehors de ma propre. Fait que j'essaie de contrôler un peu comme un homme de projet ou un homme d'affaires, un peu ma destinée. Jusqu'à maintenant, je suis très, très, très chanceux, mais je vais étape par étape. Fait que je suis encore impliqué avec eux. Puis avant d'avoir la boutique, j'étais guide touristique. OK. Et je faisais le tour de l'Amérique du Nord avec des Français, des Belges ou des Américains. Puis, je ne vais pas retourner là-dedans, mais je faisais aussi des conférences aux États-Unis sur le Québec, sur la langue française, dans les écoles aussi, pour encourager les écoles à apprendre comme deuxième langue leur deuxième langue, donc langue... eux apprennent l'anglais, mais comme deuxième langue, j'encourageais surtout ceux qui étaient limitrophes au Québec, le New Hampshire, le Maine, l'État de New York du Nord, le Vermont, de continuer d'apprendre le français parce que commercialement, tu peux avoir des partenaires avec le Québec pour certaines choses. Puis, c'est une langue de culture. Puis, je fais beaucoup de conférences. Je veux faire des conférences encore, peut-être, sur c'est quoi avoir une entreprise de rue, une boutique de rue, une boutique qui a pignon sur rue, finalement. Peut-être pour aussi être conseiller, puis être mentor, aider des jeunes pousses ou être conseiller pour des gens qui ont des commerces, finalement. Parce que faut trouver un bon nom, faut que tu trouves le bon emplacement, faut que tu aies la luminosité dans ton commerce, faut que tu aies un walk-in qui est logique pour que les gens fassent le 360 de la boutique. Faut que tu aies des ressources humaines qui croient à un projet, une structure, une culture. Moi, c'est facile, ces choses-là. Je suis vraiment pas bon en informatique. Je suis vraiment pas bon en techno. Mais je suis bon pour
le marketing ou bien pour avoir une La place. service à clientèle, t'es vraiment fort là-dessus, toi. Je m'excuse? T'es vraiment fort dans le service à clientèle. Oui, c'est ça, service à clientèle. Fait que ça, c'est important. Mais une recette, pour qu'elle soit bonne, ça prend pas juste un peu de sel puis un peu de poivre. Il faut masquer là, pour avoir du goût. Il faut que tu aies aussi des ingrédients qui font que la recette monte et qu'elle soit bonne. Fait que ça te prend, je ne sais n'importe quoi, mais une dizaine, sûrement une dizaine et peut-être même plus d'ingrédients pour que ça pogne une bonne recette. Fait que c'est un peu ça que je veux faire. Je veux aider des commerces qui existent déjà ou des gens qui veulent se lancer pour être un peu conseillés. Parce que je pense que vaut mieux investir au bon moment puis au bon endroit que d'y aller un peu, je vais faire de l'argent ou je pense qu'il faut y aller. Je pense que je peux accompagner des jeunes pousses là, ou des gens là-dedans. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je rappelle, à chaque fois que je suis allé chez vous, dropper, disons, magazine, où on a fait des lancements dans le temps avec d'autres brasseries là-bas, c'était tout le temps le côté, tu as une belle architecture quand tu es entré là-dedans, tu rentres dans le magasin, tu sais comment tu te promenais là-bas. Et là, comme tu dis, le côté, tu sais, le monde te connaît, tu avais amené tu sais, il y a tout un univers que tu avais créé en arrière de ça. Puis c'est vrai que de plus en plus, avec les gros commerces qui commencent à prendre commencent à prendre le marché de la microbrasserie, des produits comme ça, ceux qui vont rester vivants, c'est ceux qui connaissent bien son marché, bonne architecture de travail, comprendre un peu plus que ça. Puis bien sûr, ceux qui vont pouvoir travailler bien, comme je dis souvent, l'architecture de la vente, vont pouvoir passer à travers. Parce que comme tu dis, ça a changé depuis la pandémie, la dernière fois qu'on s'est vu, je pense, parce qu'on s'est pas vu. Oh, on s'est vu la dernière fois. Mais l'affaire, c'est que oui, c'est vrai, tu as raison là-dessus. Toi, c'était quoi la raison au début? Pourquoi tu avais lancé le birologue au début? C'était quoi le but? Tu sais, c'était vraiment, bien sûr, il y avait le côté que tu faisais des voyages à travers le monde, tu te faisais connaître le Québec, tout ça. Mais pourquoi c'était important de faire connaître la bière du Québec il y a 12 ans, plus de 12 ans de ça? Mais c'est ça, quand j'étais guide touristique pendant 13 ans, t'es jamais à la maison. T'es tout le temps sur la route. Des fois, tu as des bons hôtels, puis des fois, tu as des motels. Des fois, tu as des bons restaurants, puis des fois, tu as des mauvais restaurants. Des fois, des sofas, des fois. Puis tu penses aux autres. Puis là, mais par contre, j'étais ambassadeur du Québec. Parce que, tu sais, moi, j'étais vraiment chanceux. Je guidais dans le sud-ouest américain, tu sais, des déserts. Il y a des belles villes. Après ça, tu guides à New York, à Boston, c'est beau. Dans l'ouest canadien, c'est magnifique. BC, c'est magnifique. Ouais. Tu prends le traversier, tu prends les hélicoptères, des avions, tu rejoins ton groupe ou le groupe te rejoint. J'ai fait plein de choses. Mais ma fierté, c'était quand j'étais au Québec avec des Américains ou des Français ou des Belges. Quand j'étais à Tadoussac ou quand j'étais dans le fjord du Saguenay ou quand j'étais à Québec, peu importe, il y avait une fierté, tu sais. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour continuer ma mission? Parce que quand tu es sur la route, oublie ta blonde, oublie les relations, oublie ta famille. Tu donnes tout, puis t'es pas là, tu sais. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire peut-être pour avoir une vie plus stable? C'est ce que j'imaginais au départ, mais c'est pas si facile. Non, vraiment C'est pas si facile. On continue dans le même registre, sauf que tu es à la maison, mais tu n'as pas nécessairement toujours la vie pour toi ou ta tête. En tout cas, dans mon cas, moi, je suis entier, fait que je n'étais pas capable, mais j'ai des faiblesses. Tu sais. Puis parmi mes faiblesses, c'était de laisser le travail à un moment donné. Tu sais, le soir, tu finis, mais à minuit, tu es sur l'oreiller puis tu penses encore au travail. Tu sais. Le petit hamster, il tourne, puis tu dis, qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui ou demain. Puis... Mais dans le fond, c'était de représenter le Québec à ma manière, fait que c'était d'ouvrir une boutique 100% québécoise. Donc, le but, c'était 100%. C'était pas 50% québécois puis 50%. Non, mon but, c'était de voir, je peux-tu ouvrir une boutique que toute la bouffe, toute la bière, puis éventuellement, quand les permis ou la loi a changé, puis on peut vendre du vin, tout le vin était québécois. Puis, ça fait 12 ans et demi que je suis là, puis ça continue. Puis, la preuve étant qu'avec un bon marketing ou une bonne manière, je présume, ben la boutique a très bien fonctionné avec du 100% local. Fait que si j'étais argentin, parce que j'adore l'Argentine en passant, ou d'autres pays, j'aurais sûrement fait la même chose, j'aurais fait une boutique 100% argentine pour vendre les produits, proposer des produits locaux d'Argentine. Mais là, je suis au Québec, fait que j'ai dit, je vais faire la même chose, mais je vais faire une boutique 100% locale. Puis à l'époque, le 100% local, il y a 12 ans, c'était moitié-moitié. Tu sais, les gens te regardaient et disaient que tu n'as pas de bière étrangère. Non, on ne peut pas par la loi. Il y a des structures, à part les consortiums Corona, Molson, Heineken. Mais il y avait un peu de vent en face,
Mais après ça, la mode est arrivée au local il y a 10 ans, 8 ans environ. On oublie, mais il y a 8 ans, c'était vraiment normal, de plus en plus normalisé d'avoir du local. Mais ça fait pas si longtemps que ça. Fait que c'était de représenter le Québec à ma manière, mais à la maison, tu sais. Puis, c'était comment au début? Parce que la phase que je m'appelle, les premières fois que je connais Hochelag, j'ai fait une émission dans le temps, dans ton coin, dans le temps avec CIBL, dans le temps. C'est un peu ton coin, c'était un coin très punk, très hardcore dans le temps, il y a 12 ans de ça. C'est beaucoup en bourgeoisie, tu vas avec du monde, le kit. Mais c'était comment au début, quand t'as ouvert la boutique au début, tu sais, t'étais pas dans un coin facile. Radio-Canada commençait à déménager tranquillement le monde dans le coin, dans ce coin-là. Puis c'était comment amener un magasin comme le tien dans ce coin-là? Je me rappelle, il y avait un magasin de musique dans son coin qui est plus là, où j'ai acheté des albums, je me rappelle, dans ce coin-là, avec les deux filles qui avaient un album. Puis il y avait un café ou deux dans ce coin-là qui faisait des affaires. Pourquoi t'es implanté à Hochelag, à côté de chez vous, mais pourquoi t'es pas allé au centre-ville, t'es pas allé ailleurs dans un coin où il y avait plus de monde qui allait, que tu pouvais leur convaincre de dépenser des produits québécois un peu plus chers? Ben, c'était quand même un endroit que les gens boivent de la bière dans ce secteur-là et beaucoup de gens qui sont peut-être plus sensibilisés à boire de la bière québécoise depuis des années. Okay. C'est un secteur quand même qui était en émergence. Fait que moi, j'ai regardé un peu côté Verdun, côté Villeray, côté Plateau, c'était contingenté beaucoup, Marchand-Talon. Moi, j'étais un gars de Rosemont. Fait que j'essayais de voir les quartiers. Mais quand parce que moi, j'ai fait un plan d'affaires en 2011. Fait que c'est 1 an avant l'ouverture. Fait que tu fais un plan d'affaires, tu regardes un peu le marché, tu regardes combien les gens dépensent en bière par année, combien les quartiers, j'ai regardé les quartiers, j'y connaissais bien. J'étais guide de ville de Montréal aussi. En plus d'être guide touristique, j'étais guide de ville de la ville de Montréal. Puis quand j'ai trouvé sur Rosemont, j'avais trouvé sur Masson, c'est-à-dire dans Rosemont, j'avais trouvé un local. On l'avait loué, mais finalement, quelqu'un de plus gros nous a bouffé, puis il a brisé, ils ont sûrement donné des milliers de dollars pour avoir la place. Puis maintenant, ils ont ouvert un restaurant, puis ils ont fermé. En plus. Mais tu sais, c'était une chance aussi, parce que peut-être que l'endroit que j'avais choisi était parfait devant l'église du Vieux-Rosemont sur Masson, là, c'est super beau. Aujourd'hui, c'est Frigo de Bacchus qui est dans ce coin-là. Mais j'avais choisi cette première place-là. Finalement, ça n'a pas été. On s'est fait kicker. Puis, quand j'ai vu au coin de la rue où je suis maintenant, j'ai vu le coin de rue. Premièrement, tu as un arrêt d'autobus, tu as 2 arrêts d'autobus, un café, tu avais un petit resto à porter votre vin, puis tu avais le marché Maisonneuve à 100 mètres. Je me dis, hey, là, je suis sur la rue Ontario, à côté du marché qui est hiver-été ouvert. J'ai vu pancarte à vendre dans la vitrine, j'ai appelé, puis quand j'ai su le prix, j'ai dit hey, je le prends tout de suite, j'ai même pas hésité 1 minute, pas 1 seconde. On l'a loué parce que je n'étais pas tout seul à l'époque, j'avais mon ex-blonde, ben elle était bonne, tout ce qui était paperasse, tout ce qui était un peu administration, puis moi j'étais bon en gars de terrain puis en chargé de projet. Fait que j'ai pas hésité à Hochelag parce que je savais que les gens buvaient de la bière locale potentiellement, même si la microbrasserie commençait vraiment. Là. On se souvient en 2012, c'était Trou du Diable là, qui était la grosse chose avant que d'autres arrivent comme étant la. Il y a eu Nibrou peut-être qui a été vraiment quelque chose d'immense au Québec. Puis tu as eu un buzz, je te dirais, Pit Caribou pour grand public, puis pour le public un peu plus averti. Dans ces années-là, je parle parce que Pit Caribou a raffiné aussi ces choses. Mais il y a eu Trou du Diable qui était gros. Fait que moi, j'ai lancé la boutique avec Trou du Diable, puis j'en avais même pas, je peux même pas en vendre. Ils m'ont dit, je te donne 2-3 caisses gratuites, tu fais goûter, mais on n'a pas assez de production pour que tu puisses en vendre. Hey, t'imagines-tu? Je lance ma boutique, dégustation Trou du Diable, on ne peut pas en acheter. Mais c'est juste pour attirer le monde, tellement que c'était gros, c'était comme ovale aujourd'hui. Ah ouais. C'était pour attirer le monde, puis l'attention. Puis il y a Isaac, à l'époque, qui m'avait donné 2-3 caisses gratuites, puis il m'a dit bonne chance, puis mais que je puisse t'en vendre de la bière. Après ça, le camion Trou du Diable, il est venu au Bière-là, j'étais fier, là, c'était gros à l'époque. Là. Mais Hochelag, c'était un bon quartier en émergence. Puis, comment ça a été le début de ta boutique, à part le côté que Isaac t'a donné 3 caisses pour que tu fasses déguster? C'était comment le mettre en place, la vente à microbrasserie, le monde où il buvait de la bière, tout ça? C'était comment
développer d'éducation de la microbrasserie au Québec, tu sais, parce que c'est le côté que ça coûte un peu plus cher, bien sûr. C'est pas tous les brasseries qui pouvaient fournir partout, tu sais, je rappelle, comme tu me disais, Trousière, mais c'est à part Boréal qui vendait partout déjà à cette époque-là. Au Libro, c'était déjà aux États-Américains, déjà en Ontario avec Sleeman, puis après aux Japonais. Il y avait beaucoup de brasseries qui pouvaient brasser souvent, puis brasser partout dans le temps, tu sais. Comment tu faisais pour te fournir dans l'arrêt de ça? Comment tu faisais pour convaincre le monde à éduquer la bière, tu sais, pour qu'ils viennent chez vous? Moi, je pense que je suis arrivé dans la deuxième vague. Tu sais, la première vague, comme tu as dit, Unibrou, Boréal, GMT, Cheval Blanc. Là. Ouais. Mais Caslun, c'était la première vague de microbrasserie. Il y en a eu d'autres, là. Ouais. Puis Barberie, après ça, un petit peu après, puis tout ça. Puis après ça, c'est arrivé les Trous du Diable, les Pieds de Caribou, les Castors en même temps que nous. Il y a comme eu une deuxième vague. Puis moi, je suis arrivé dans la deuxième vague. Et en deuxième vague de magasins aussi. Des gens qui étaient juste un peu avant moi, qui avaient des magasins qui m'ont inspiré, dont les Délires du terroir sur Saint-Hubert m'avaient inspiré. Puis je leur avais offert à l'époque. Je dis, je peux-tu ouvrir une succursale, une deuxième succursale? Je vais vous l'ouvrir, moi, m'en occuper. Puis ils ont dit non, mais je voulais vraiment. Tu sais. Mais moi, je suis arrivé dans la deuxième vague. Fait qu'il y a eu comme quelque chose qui se passait dans la microbrasserie. Fait que je suis arrivé au bon moment là, de la deuxième vague de microbrasserie à l'époque. Donc, c'était un bon moment, bon momentum. Puis ça commençait à avoir un nom aussi, la microbrasserie. Fait que deuxième vague, arrivent les brasseries qui ont une certaine... les gens ne connaissaient pas encore Pied de Caribou, là, puis commençaient à connaître Trou du Diable. Il y avait un buzz, mais on se rappelle que les réseaux sociaux, c'était pas comme aujourd'hui, en 2011-2012. Ça commençait à peine. Fait que la nouvelle se propageait parce que les gens faisaient le tour du Québec. Ah, j'ai vu une brasserie à Lens à Beaufils. Ah, j'ai vu une brasserie à Percé puis à Shawinigan. Mais le monde ne savait pas. Là. Ça commençait. Fait qu'il a fallu avoir des commerces comme ceux qui étaient avant moi, puis ceux qui sont arrivés dans ma vague aussi en 2012 pour continuer le travail d'en parler, de vulgariser, puis aussi de donner une chance à ces brasseries-là, parce qu'ils n'étaient pas dans les épiceries, les bières, en 2012, là, les microbrasseries. Il faut se rappeler, vraiment, il y avait, comme tu disais, les gros joueurs de microbrasserie ou les petits par rapport à Molson, mais tu avais Boréal puis les Saint-Ambroise, mais tu n'avais pas de microbrasserie fine ou autre, c'est-à-dire dans les épiceries. Fait qu'il a vraiment fallu construire une culture de la bière de microbrasserie et la propager. Puis quand les réseaux sociaux sont arrivés, Facebook, je te dirais 2014, ça a commencé vraiment à avoir un impact. Là, même au début, j'avais Twitter, j'avais Facebook, j'avais un autre. Puis ICQ. Ça a vraiment pris 2 ans avant que ça décolle. Tu as eu ICQ? Ah oui, oui. Comme tout le monde. Ah, j'avais tout, là, ouais, on avait tout au début. Tu sais. Moi, je rappelle ICQ en plus. Ah oui, oui. On a échangé des affaires avec du monde. Le site Homestead, je m'appelle, le monde faisait ça faisait des sites avec ça, AudioCity, tout ça. Je pense qu'on est assez vieux pour se rappeler de ces moments-là. Yahoo, Weird Yahoo avec des CD. Mais tu sais, juste 12 ans dans l'informatique, là, le monde, tu sais, il y a tellement d'applications qui ont disparu ou qui apparaissent ou tellement de sites maintenant que tu peux t'abonner. Netflix, c'était pas là il y a 20 ans. Tu sais. Non, je rappelle. Oui, c'est ça, en 12 ans, c'est vrai ça. En parlant il y a 12 ans de ça, quand tu as commencé ça, qu'est-ce qui a changé? On peut dire, on peut parler souvent de ça, il y a des défis des grosses brasseries, des petites brasseries, des dépanneurs, tout ça. Mais qu'est-ce qui a changé vraiment dans le centre des détaillants de microbrasseries spécialisées? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'âme a changé? Est-ce qu'il y a du monde qui se sont perdus un petit peu? J'ai parlé un peu avec le dépanneur, avec le brasseur sur demande, tu sais, comme je dis, on s'est perdu un petit peu pendant la pandémie, on a trop acheté, trop d'affaires. Qu'est-ce qui a changé dans l'essence des détaillants de microbrasserie? À part tous les défis économiques, moi je parle plus vraiment le core de qu'est-ce qui est un détaillant spécialisé. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aimer ou quelqu'un de vouloir être en affaires, mais c'est sûr que la vision que Philippe Wouters avait, et moi je m'y collais aussi beaucoup, c'était chaque mini-village ou chaque village ou ville moyenne doit avoir sa microbrasserie pour aller manger, pour les événements, je pense que ça aide un village ou une petite ville d'avoir une microbrasserie. Fait que d'en avoir 200, 300 au Québec, je pense pas qu'il y a aucun problème là-dedans. Après ça, c'est la distribution.
je pense qu'à un moment donné, il y a eu un buzz. Comme je te disais, les politiciens nous cherchaient, les gens de la microbrasserie, ils voulaient se faire une photo avec une microbrasserie, ils voulaient participer au développement économique en donnant en aidant les villages ou en amenant le tourisme dans le village ou l'écotourisme, pas l'écotourisme, agrotourisme. Mhm. Fait que tout était un momentum de dire, hey, on a des subventions pour les microbrasseries, on veut être vu avec eux autres, c'est des produits locaux, on prend des fruits ou des produits saisonniers, des bières, puis ça allait avec le boire local ou le manger local, puis tout était en même temps. Mais en même temps, il y a eu un boom aussi dans la production de vouloir la distribuer partout au Québec. Et là, je pense que en 2018-2019, et officiellement, juste avant la pandémie, là, on disait, nous, à la boutique, qu'il commence à avoir saturation. Tu sais. OK. Fait que je pense que d'avoir une brasserie ou d'avoir 300 brasseries au Québec, je ne vois pas de problème quand c'est régional, c'est dans la ville ou dans le coin, tu sais que tu as une brasserie qui représente ton coin. Tu sais. Mais d'avoir de la distribution pan-québécoise de 200 brasseries, je pense que c'est dur d'avoir 200 brasseries qui ont 20 produits, 15 produits, 12 produits en même temps sur des étagères. Fait que ça fait qu'il y a un trop-plein. Fait que je peux pas blâmer, mais en même temps, ça dépend de ce que tu cherches. Qui peut être pan-québécois, trans-québécois avec beaucoup de stocks pour le Québec au complet? Tu n'en as pas beaucoup. Tu as Pit Caribou, tu as des Boréales de ce monde. Tu en as une couple qui font le tour du Québec, qui sont distribués partout et qui fonctionnent bien. Mais qui fonctionnent très bien partout, là, c'est assez rare. Fait que je pense qu'il faut y aller graduellement. Puis peut-être qu'il y a des brasseries qui ont été trop forts en investissement. Il y a eu la COVID, fait que les gens buvaient plus, les gens ne voyageaient pas. Fait qu'on on va acheter 3 cuves de plus, on va investir 500 000, puis on va se faire une usine de fabrication de production plus grosse. Mais là, maintenant, on le voit vraiment que tout le monde, c'est pas beaucoup de monde se sont lancés dans cette manière-là. Puis là, ben, il y a beaucoup de joueurs sur le marché, puis beaucoup de bières. Puis des fois, tu as comme une canette rose, une canette jaune, une canette verte. Puis tu te demandes vraiment, le mois passé, c'était-tu la même bière, mais habillée d'une autre manière, parce que ça prend de la nouveauté aussi. Fait qu'à un moment donné, il y a une saturation dans voir des images sur les réseaux sociaux, voir des nouveaux produits, puis la multitude de produits sur les étagères, ça fait qu'à un moment donné, il y a un trop-plein peut-être. Tu sais. Je pense pas que l'intérêt pour boire de la bière a baissé, mais je pense que d'avoir toujours la nouvelle bière, ça change. Tu sais. Est-ce que tu penses que les brasseries, un petit peu comme même les terrains spécialisés, ont perdu un petit peu la vision comme tu dis au début, que ce soit des brasseries locaux, tu sais? Quand tu dis, c'est pas tous les brasseries qui ont la structure d'aller partout, tu sais? Quand tu as une brasserie qui veut, disons, comme Boréal ou quelque chose, qui veut aller partout, il faut que tu investisses dans tes reps. Il faut t'investir dans tes marchandiseurs, il faut t'investir dans tes brasseries, dans ton marketing, tout ça, ton staff, tu sais. Puis souvent, beaucoup de brasseries, ils ont pas ça, c'est impossible, ça. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un petit peu le côté que, comme tu dis, qu'ils sont jumpés le chip, puis ils n'ont pas pensé à ces affaires-là? Je pense que la chance d'avoir une subvention il y a 5 ans, 4 ans était tellement bonne que beaucoup d'entreprises ont vu un potentiel. Fait que c'est dur, hein? C'est dur après de juger parce que tu as un 500 000 qui t'est prêté ou qui avec des taux beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de choses qui jouent, hein? Fait que c'est dur de dire l'émotion. Puis en même temps, tu sais, moi, c'est une autre game qu'une brasserie pan-québécoise. Moi, c'est une épicerie de quartier qui a voulu rayonner, mais j'investissais toujours graduellement avec des petits montants, tu sais, un petit 25 000, un petit 30 000, un petit 60 000. C'est rien par rapport à 1 million, 1,5 million ou 500 000. Tu sais. Mais en même temps, c'est dur pour moi de juger ton opinion, mon opinion. On peut en jaser puis se dire, ben c'était un bon momentum en 2018, 2019, 2020, 2021, la COVID, d'investir puis d'espérer, mais en même temps, en affaires, tu peux monter vite, mais tu peux aussi descendre, tu sais. Fait que là, les gens, ils font des collaborations, ils louent leur cuve à des brasseurs itinérants. Il faut trouver des manières de rentabiliser ton usine de fabrication, tu sais. Il y en a qui ont deux bâtiments différents, tu sais. Un brewpub,
un endroit qui fabrique de la bière très petite quantité pour le brewpub, puis ils ont une usine de fabrication de bière, de production, c'est-à-dire. Fait que c'est beaucoup d'argent, cette usine-là. Qu'est-ce que tu fais avec là, quand le marché, tu sais? Saturé, oui, en plus. C'est dur à juger aussi de l'extérieur parce que chacun a sa. Mais c'est sûr que c'était tout le monde en même temps et beaucoup en même temps. Tu sais. Comment tu faisais, toi, pour être sûr d'avoir, tu sais, quand tu dis il y a beaucoup de bières qui arrivent, dans le moment que tu es arrivé, toi, il n'y avait pas beaucoup de bières, pas beaucoup de brasseries qui amenaient ça. Comment tu as fait, toi, pour décider tranquillement, c'est qui allait rester chez vous? C'est sûr, le client, ils savent, tu sais. Mais toi, tu es quand même quelqu'un qui est là pour dire aux gens, voici ce qui s'en vient, tu sais, voici ce qu'il faut boire. Comment tu as fait pour juger, tu sais, puis qui est resté chez vous dans tes en permanence chez vous, qui faisait des changements? Comment tu faisais pour juger tous ces des bières-là qui rentraient dans le marché? À part le côté moral, c'est comme tout le monde veut avoir le Yakima du castor, puis ça n'est pas Ah, tout le temps, tu sais. Ça n'a pas, t'es fou, tu sais, mais comment tu fais dire, OK, voici les bières qu'il faut que je mette dans le plancher, voici des bières qui ne peuvent pas dans le plancher. Comment tu jugeais ça, toi? ben, tu sais, en 2012, j'avais une nouveauté par semaine ou par 2 semaines, puis on était fous, là. Hey, 1 ou 2 nouveautés, là. C'était fou. Maintenant, nous, dans la boutique, je dirais un chiffre à peu près, là. Je dirais on prend 20 nouveautés par semaine. C'est quand même fou, quand Mais même. nouveauté, ça veut dire quoi? Si tu ne revois plus, ta bière-là après. En tout cas, donc, ça a changé tellement de 1 ou 2 nouveautés par semaine à 20 nouveautés que nous, on limite, mais si je veux en veux 100 ou 80, j'en ai 100 ou 80 par semaine des nouveautés si je veux. Là. À un moment donné, il faut les rentrer dans le système, il faut tout placer ça. C'est quand même un casse-tête. Mais au début, j'essayais de me faire connaître. Tu essaies d'aller les voir, les petites microbrasseries. Tu sais, Castor, on a commencé en même temps. Là. Fait que dès que moi j'ai ouvert, il a lancé sa première bière qui était sa pale ale ou son stout en premier, ou non, les deux en même temps. Puis c'était des 660 millilitres. Puis il s'est lancé, je me suis lancé, on s'est appuyés les deux ensemble. Tu sais. Donc, c'était d'avoir une brasserie à la fois. J'essayais d'avoir une nouvelle brasserie par mois. Puis, doucement, je te dirais qu'en 2014, là, je commençais à être reconnu dans le monde de la microbrasserie comme une place qui voulait vraiment, puis qui était microbrasserie. Moi, j'appelais tout le monde. Puis jusqu'à la fin, j'appelle encore les gens aujourd'hui. Tu sais, moi, les courriels, oui, c'est sûr, mais moi, d'appeler, prendre le téléphone, là, c'est quand même très gagnant, ou d'aller voir les gens. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était étape par étape, un par un. Puis après ça, ben, en 2014-2015, c'était beaucoup les nouvelles brasseries qui nous écrivaient ou qui nous appelaient. Parce qu'à un moment donné, il y en avait des nouvelles, puis beaucoup d'entre elles prenaient contact avec les quelques boutiques spécialisées. De là qu'est arrivée la DBSQ, les détaillants spécialisés du Québec, à dire, ben là, les brasseries qui commencent, on veut toutes les avoir, tout le monde court après, dans les magasins spécialisés, parce qu'on se rappelle qu'en 2015, ils n'étaient pas dans un supermarché, les microbrasseries encore. Ça commençait, 2016-2017. Fait que nous, on luttait pour avoir ces brasseries-là nouvelles. Fait que c'était un mélange de tout ça. Ils nous cherchaient, puis on les cherchait. Fait que c'était comme un jeu d'attrape, de s'attraper un et l'autre, puis de se lancer en même temps, puis d'aller dans le momentum en même temps. Fait que je te dirais que c'était un mix de tout ça. On nous appelait beaucoup, puis on allait voir les gens beaucoup à l'époque. T'sais. Maintenant, c'est pas la même chose. Maintenant, beaucoup se lancent, puis tu les vois sur une plateforme. Ah ouais. Une plateforme de commande. Fait que là, tu sais même pas qu'ils ont existé, ou à peine, ils n'ont pas pris contact avec toi, mais sur une liste de, je sais pas moi, 500 bières, ben, tu vois, il y a une nouvelle microbrasserie. Il faut aller voir, ils sont situés où sur les réseaux sociaux. Dans telle ville, telle région du Québec. Mais ça a beaucoup changé parce que beaucoup moins de gens contactent les gens maintenant. C'est beaucoup des textos ou c'est beaucoup des réseaux sociaux, des messengers, des messages comme ça, plutôt que de prendre un téléphone et de parler aux gens. Moi, j'appelle les vignerons ou les microbrasseries pour savoir c'est quoi ton style de bière que tu fais. Ah, c'est beaucoup des Belges. Ah, c'est beaucoup du houblon. C'est beaucoup, tu fais... Il y en a qui ont des cultures de brasserie, de brasseurs. Tu sais. Tu veux savoir c'est quoi leur culture. Même chose pour les vins. Tu veux savoir, hey, tu fais-tu... c'est quoi ton approche? C'est bio, c'est nature, c'est tel raisin vinifera européen planté au Québec avec des hybrides québécois, puis tu veux les connaître, puis
tu les écoutes, puis là, ils sentent que tu es là avec eux, tu sais, comme une équipe, et non pas juste vendre des bouteilles ou vendre des canettes, parce que moi, ça ne m'a jamais intéressé, de vendre des canettes, vendre des bouteilles. Moi, je vends le Québec ou je vends les artisans, tu sais. Ça, vraiment, l'éducation, c'est important pour toi, la connaissance de tout ça, le terroir. Ben, moi, je pense que quelqu'un qui se lance en affaires, peu importe le domaine, je lui suggérerais une chose, c'est d'avoir une bonne équipe, d'être bien entouré, de ne pas être tout seul comme moi. Mais moi, j'ai eu des employés solides. Tu sais, j'ai été exigeant avec mes employés, j'avoue. Je voulais avoir des standards élevés. Mais mon conseil, c'est de ne pas te lancer tout seul. Et mon deuxième conseil, ce serait parfait ta culture générale. Tu sais, de savoir le plus de choses de sa planète possible, d'avoir voyagé, c'est un atout. Mais de savoir tous les détails de la vie, là, des fois, on ne prend pas le temps de jaser puis de choses diverses dans la vie, mais plus que tu connais de choses, je dis pas en profondeur, mais avoir des bases à tout. Tu parles à quelqu'un qui vient de l'Argentine, comme je disais tantôt, ou quelqu'un qui vient de tel autre pays qui se lance en affaires. Puis, je connais ce pays-là. Je connais la langue, je connais. Ça ouvre une discussion qui t'ouvre une relation, tu sais. Mais en affaires, c'est les relations beaucoup, tu sais. Fait que moi, ma chance, c'est de toujours continuer à m'améliorer en tant qu'humain, puis en tant que connaissance de base. Fait que moi, je dis que ça a vraiment un gros impact d'avoir une bonne connaissance de base. Mais avant tout, c'est d'être proche des humains. Tu sais. C'est quoi l'impact? Tu sais, on voit bien sûr les petites fêtes qui disparaissent tranquillement. On voit quelques détaillants qui disparaissent tranquillement. Puis bien sûr, je parle beaucoup des distributeurs de bière, puis je vois, tu sais, ils disent souvent, on a jamais vendu autant de bière. On en vend beaucoup chez les métros, les maxi, tout ce monde-là qui commence. C'est quoi l'impact pour toi que tout à coup le maxi de ce monde-là se lance dans la microbrasserie, tu sais, ils se lancent dans ce produit-là? C'est sûr qu'il y a un côté, oui, c'est cool pour les microbrasseries parce qu'il y a plus de points, mais en même temps, le chiffre d'affaires va changer beaucoup, tu sais, parce qu'il faut qu'ils vendent moins cher que chez vous, des fait comme ça, tu sais. À toi, à long terme, qu'est-ce que tu vois, toi, l'impact des gros détaillants comme ça à la microbrasserie? Ben, c'est ça. Il est arrivé en 2015, 16, 17. Ils ont commencé les gros joueurs, les grosses épiceries à rentrer de la microbrasserie, Mm-hmm. à se faire des frigos sexy, à avoir une bonne sélection. Et beaucoup d'entre eux, soit que de grandes brasseries ont racheté des espaces frigos, ou certains gros jugent que c'est beaucoup de gestion là, d'avoir 500 bières ou 400 bières sur le plancher. Là, puis nous, moi, je regarde les canettes. Là, des fois, je dis, hey, cette bière-là, c'est un nouveau brassin. Ben non, ça fait 8 mois. Ben, on parle d'IPA ou de Pilsner. Je ne parle pas d'une double belge ou d'une quadruple. Là. Fait que c'est de la gestion aussi. Puis, c'est des cycles aussi. Quelqu'un ça fait plus de 60 ans qu'il est en affaires, une personne qui a 80 quelques aujourd'hui, puis qui me dit les cycles en affaires, c'est souvent des cycles de 3-4 ans. Tu sais. 3-4 ans, c'est bon. 3-4 ans, c'est pas bon. 3-4 ans, c'est moyen. Là, il y a eu comme 3-4 ans que les grosses épiceries ont investi dans des rayons impressionnants de microbrasserie. Puis il y a eu aussi depuis 2 ans, depuis la fin de la COVID, depuis 2 ans environ, plusieurs ont coupé leur espace microbrasserie puis sont revenus avec des trucs de base. Tu sais. Fait que c'est comme des cycles. Fait que c'est peut-être dans 2-3 ans, il va y avoir un autre cycle que je ne peux pas te prédire. Mais souvent, ça marche par 2, 3, 4 ans à la fois. Disons 3 ans, c'est une bonne moyenne. Fait que c'est dur à prédire parce qu'en ce moment, je vois beaucoup d'épiceries dans des places un petit peu hors des quartiers un peu plus culturels ou branchés. Là. Beaucoup d'épiceries qui n'ont plus beaucoup d'offres. Là. Ils ont juste des trucs de base, là, bien corrects, là, mais ils n'ont plus la sélection qu'il y avait il y a 2 ans parce que c'est beaucoup trop de gestion. Fait que je te dirais qu'il y a un peu les deux en ce moment. Fait que, puis le but d'une microbrasserie, c'est d'avoir des repeats. C'est facile d'ouvrir un compte. Tu sais, t'as un rep, puis ton rep, il t'ouvre 200 points de vente. Hey, il est bon, ce rep-là. Oui, il t'a ouvert des points de vente, mais après ça, tu n'as pas eu de commande pendant 3 mois, ça ne sert absolument à rien. Tu sais. Ou presque à rien. Fait que c'est un peu ça le défi, c'est d'avoir des repeats quand tu es en affaires. Fait que je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de grosses épiceries qui se sont un peu retirées. J'ai pas le pourcentage, c'est-tu le tiers ou la moitié qui ont coupé leur sélection, mais la sélection n'est pas partout aussi bonne qu'il y a 2 ans.
Moi, ce que je vois beaucoup, c'est tu sais, comme la caisse de 12. De plus en plus, les brasseries qui se lancent la caisse de 12 pour rester dans le marché des gros épiciers. Est-ce que tu penses qu'à long terme, ça peut être dangereux pour les autres? Eux autres, pour qui, excuse-moi? Pour les brasseries, une caisse de 12? Parce que Les tu sais, caisses de 12? une caisse de 12. Les caisses de 12? Ben, ça aussi, c'est un peu je pense qu'on peut essayer ça. Nous, en boutique très précise, les caisses de 12 ne sortent pas vraiment. Mhm. Il y a eu des éditions de Donham extraordinaires récemment, des trucs barriqués au gin Saint-Laurent ou extraordinaires. Il faut l'expliquer, même si l'emballage est extraordinaire, la description d'étiquette ou de la bière sur la caisse de 4, là, je ne parle pas d'une caisse de 12. Là. En plus, ouais. Il faut l'expliquer. Pas l'expliquer, c'est-à-dire c'est bien expliqué, mais les gens sont habitués à prendre une bière maintenant et non pas un pack de 4. Dans la microbrasserie très, très branchée, je ne parle pas une bière au dépanneur, les gens ils sortent d'une caisse de 6 ou une caisse de 4. Là. Ah ouais. Je pense que les caisses de 12, c'est un peu une bébite pour moi dans Montréal, dans mon secteur. Peut-être que quelqu'un qui est à Québec, peut-être quelqu'un qui est à Trois-Rivières ou à Sherbrooke pourrait avoir un son de cloche différent que moi, mais moi, ça ne marche pas beaucoup dans ma boutique. Il y a des caisses pas chères de Boréal, là, c'est extraordinaire. Hein. La saison des plages, là, puis il y a des bières vraiment bonnes, puis ça te revient à 2 piastres la canette. Là. Tu te dis, hey, j'ai payé 24 piastres ma caisse de 12, là, c'est pas cher, c'est bon. Ah ouais. Fait que tu te dis, il y a de quoi faire là, mais c'est un marché qui est tellement régional, de quartier, sectionné, parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir une caisse de 12 ou une caisse de 4. Il y en a du monde qui va avoir 4 bières différentes. Puis des fois, encore en boutique, quelqu'un prend 4 bières pareilles, mais c'est assez rare. Puis on fait un spécial sur 4 bières pareilles. Là, une caisse de 4, on fait un spécial. Puis il y a peu de gens qui en prennent des caisses de 4. Les gens veulent avoir de la bière dans mon secteur, à Montréal. Ils veulent avoir des bières différentes. Fait que c'est un bon essai, je pense. Est-ce que c'est plus épicerie, justement, comme IGA, métro? Je pense que oui. Mais moi, j'en vois ça vaut la peine. Hein. Il y en a des pas chers. Hein. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans le futur des détaillants? Tu sais, parce que toi, la beauté avec toi, c'est que tu as réussi à garder plus de 12 ans, tu sais, t'es biologue parce que tu as été quelqu'un qui était très impliqué dans son milieu. Puis tout ça, tu sais. On voit beaucoup de détaillants qui commencent à avoir beaucoup de difficultés à la vente. J'ai même fait de la consultation à quelques-uns pour savoir ce qu'est le futur d'eux autres. Hein. Toi, qu'est-ce que tu vois, tu sais, à long terme, puis comment est-ce que tu peux donner des conseils pour les détaillants spécialisés de quartier pour passer à travers ce problème-là? Je pense que d'être avec ton client, de vivre une expérience avec ton client. Moi c'est toujours une blague. Je dis pas qu'elle est plate, ma blague, mais si je sortais une blague, les gens passaient 5 minutes avec moi. Puis en général, là, ils me nourrissaient, je les nourrissais. Puis ils venaient pas pour... parce que ta canette est 25 cents de plus cher là, que chez Métro. Puis moi, j'ai 2 Métro puis un Maxi à côté du biérologue. Là. Tu avais bien se percer en plus. Ouais. Mais les gens venaient pour, peut-être pas la blague du jour, mais pour juste un 5 minutes que tu sais que c'est relax. Là. Fait que moi, je pense que ta relation avec ton client, dès qu'il rentre, nous autres, on scannait, on disait bonjour pour lui montrer, ben, t'es bien vu, puis on t'a vu, tu sais, on est là. Puis tout de suite, je leur disais, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on est avec vous. Donc, c'était très, très simple, mais ils savent que s'il y a des questions, on est là. Puis s'il y a des questions, ben, on jase avec eux, on a bien du fun. Puis à la caisse, tu conclus toujours très important là, d'être avec le client, puis de sentir qu'il est important. Puis moi, comme j'ai dit dans mon message de au revoir et de continuité, je disais chaque jour, c'était mon plus important au travail. Puis chaque client, c'était mon plus important. Puis je te dirais que c'est sûr, des fois, tu as la même question où je veux faire un cadeau à quelqu'un, puis ça fait 1800 fois que je me fais demander ça depuis 12 ans. Mais tu te dis, hey, c'est quand même correct, là, tu sais, c'est quand même correct. Mais mon client, ça, je décide d'inculquer à mes employés, ton client d'aujourd'hui, puis ta journée d'aujourd'hui, c'est la plus importante. Demain, tu n'es pas rendu là. Demain, il peut pleuvoir. Demain, ton client n'est pas encore dans la boutique. Mais là, ton client est dans la boutique. Là. Fait que passe du temps avec lui. Fait que moi, je dirais de se faire une clientèle qui aime aller chez vous puis qui va parler en bien de ton institution.
parce que le bouche à oreille est important. C'est pas juste des réseaux sociaux. Fait que moi, je ne suis pas un gars de conseil, mais si on m'en demande mon opinion, je dirais mon opinion, ce serait de passer du temps de qualité avec le client, puis que ton employé soit quelqu'un de clientèle. Vraiment de clientèle. L'important du présent en soi. Ouais. Parce que c'est rare qu'on nous demande c'est quoi la température de brasse d'une bière belge, d'une bière anglaise, d'un cuve, c'est quoi la fermentation? On n'en demande pas souvent des questions scientifiques comme ça. On peut y répondre à ça, c'est pas grave. Mais les gens, à 90%, veulent juste avoir un bon moment relax ou une question bien simple. T'sais. Fait que moi, je dirais mon conseil, c'est pour ça qu'on passe à travers si bien au biérologue, c'est de passer du temps très, très, très soft avec le client. Tu sais, tu n'es pas dans ses culottes, c'est juste passer du temps comme il veut, parce que des fois, il ne veut pas parler, là. Il veut juste passer à la caisse, puis tu dis bonjour, puis avec une bonne énergie. Mais moi, ce serait ça mon conseil, dire vraiment client, 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 service, 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 puis tes employés, ben les plus humains, puis les plus le fun possible. Tu sais, parce que comme je te dis, c'est beau de connaître connaître la science de la bière, mais tu as besoin plus, je pense, de passer un bon temps avec ton client. Il y a quelque chose que je demande souvent à du monde comme toi, parce que je sais que tu es dans the trenches, qu'on appelle, en tranchée. C'est quoi les erreurs qu'ils font les microbrasseries quand ils t'approchent avec une nouvelle bière? Qu'est-ce qui manque là-dedans? Souvent, nous autres, comme tu dis, tu pourrais faire 100 bières par semaine facilement. Quelqu'un qui a mis une nouvelle bière chez vous, une nouvelle brasserie qui amène chez vous, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner pour qu'il se présente chez vous? Quelle sorte de matériel qui manquerait? Qu'est-ce qui pourrait comme améliorer sa façon de se présenter à toi? Moi, je pense que déjà de se rendre chez nous physiquement, c'est tout un investissement pour une microbrasserie. Mm-hmm. Il y en a qui le font bien, comme la coop artisanale. Ouais. Ils ont une dizaine de brasseries là, à peu près. Fait que la personne entre dans la boutique, puis elle a 10 brasseries à te parler. Je pense que ça peut être une voie d'avenir d'avoir un rep. Vaut mieux avoir un rep à temps partiel pour toi, 1 sur 10, 1 sur 5. Peut-être c'est une bonne idée d'être comme la coop artisanale qui représente entre autres la Grange Perdue, Pardue, à l'affût. Il représente plusieurs, les Chapengus. Ouais. Je trouve que c'est une bonne. D'être physiquement présent, c'est important. Puis il y a des dégustations, ou bien c'est sûr que en général, je te dirais, je commande plus d'une brasserie qui vient nous voir de temps en temps qu'une brasserie qu'on ne voit jamais puis qu'on est juste sur une application de commande. OK. Fait que je dirais de se regrouper peut-être en 2, 3 brasseries, ce serait peut-être une voie d'avenir éventuellement pour une microbrasserie de dire, ben ouais, je vais mettre 10 000 $ par année pour un rep ou 5 000 $ ou 3 000 $ parce que vous êtes 5 ou vous êtes. Puis tu as un rep qui te représente, puis ce 5 000 $ là ou ce 10 000 $ là, je suis pas mal sûr qu'il va être rentabilisé. Tu sais. Puis ça te permet de passer à travers une crise ou ça te permet de rester dans le marché ou d'être sur une tablette plutôt que peut-être de ne pas être commandé pantoute. Tu sais. Fait qu'un nouveau produit qui nous arrive, souvent qui est proposé par un rep, va se retrouver sur l'étagère. Tandis que si elle est sur une appli de commande, ben s'il y a 100 nouveautés par semaine ou 80, j'en prends 20. Il y a bien des chances que si 75 IPA là-dedans, j'en prenne 10. Tu sais. Okay. Si la personne vient me montrer sa IPA et que j'y goûte ou elle m'en parle, ça se peut que je la rende sa IPA. Tu sais. Mais moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Ce que tu dis, ça ouvre une discussion, je trouve, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que microbrasserie. C'est peut-être des mini-regroupements, peut-être moins. Puis les brasseries se parlent, puis sont en compétition, puis ne sont pas en compétition, sont en complémentarité. Mais peut-être d'avoir un rep à 3, à 4, à 5, c'est peut-être une avenue qui peut être intéressante. Tu sais. Qu'est-ce qui est pour toi plus de value pour toi, un vendeur ou un marchandiseur pour un détaillant? Je ne saurais pas c'est quoi la différence. Marchandiseur, tu veux dire, il va faire, il va avoir une implication physique dans ton commerce. Il va venir te nettoyer son allée, il va nettoyer va checker tes nouvelles bières, les bières sont pas ces dates, il va faire te rembourser ce qu'il doit rembourser. Ou un vendeur qui vient te voir et dit voici nos nouveaux bières. Qu'est-ce qui est pour toi le plus intéressant pour un détaillant spécialisé comme vous autres, qui n'a pas le temps, qui a beaucoup de bières qui s'en vont, pour toi un vendeur ou un marchandiseur?
Mais moi, je dirais premièrement qu'il soit un ou l'autre qui nous contacte un peu à l'avance pour voir nos horaires. Tu sais. Moi, le mercredi, là, si j'ai 22 livraisons, puis j'ai, je sais pas moi, 122 caisses qui rentrent le mercredi, quand il y a 2 vendeurs qui rentrent sans s'annoncer, c'est sûr que c'est difficile pour nous d'avoir un 20 minutes chaque. C'est 40 minutes, là. Ouais. Je n'ai pas le temps. Fait que c'est premièrement, je te dirais, c'est d'avoir une horaire qui n'est pas dans les heures de pointe pour nous parce qu'on est occupé à l'heure de pointe avec le client. Puis il y a des journées de livraison qui sont tough pour nous d'avoir des représentants. Fait que c'est de nous contacter, voir quand est-ce que je peux venir. Comme ça, tu as déjà une communication. Deuxièmement, je pense que le plus que la personne est impliquée, c'est le fun. Mais si elle est impliquée un peu dans tes baskets un vendredi à 4 heures, puis tu as 12 clients, puis lui, il tourne autour comme une abeille, puis il dit « Hey, celle-là, cette bière-là, tu ne l'as pas. » Donc, je pense que encore une fois, c'est une recette. Hein? C'est de venir au bon moment, puis de travailler, mais c'est très soft parce qu'en ce moment, les commerces sont. Moi, ça, c'est une de mes fiertés. J'ai dit à mes employés, j'ai dit vous ne le savez pas, vous autres, là. Moi, je me suis coupé mes heures sur le plancher, mais je n'ai pas coupé mes heures de mes employés. Tu sais. Ça n'avait pas été coupé. Mais il y a beaucoup de boutiques, beaucoup d'endroits qui coupent les heures des employés, puis c'est le patron qui fait les heures sur le plancher pour survivre. Moi, j'ai été capable, j'ai eu le luxe, ou bien j'ai investi là-dedans à dire, OK, je me retire un peu du plancher, je garde 2 jours semaine, plutôt que de garder mes 4 jours semaine. Je garde mes employés à 30 heures semaine, 35 heures, ils ont des heures, ils sont stables. Ils ne voient pas que l'économie, ils le voient que l'économie est au ralenti, mais si eux ne sont pas coupés, là, ils ne sentent pas autant que la boutique est en mode budget. Tu sais. Fait que moi, je dirais, à ta question, je contourne un petit peu, mais je dirais d'avoir une bonne communication avec le propriétaire qui fait du plancher ou le gérant, parce qu'il y a aussi beaucoup de marchandiseurs ou de reps qui parlent à des employés qui sont étudiants, qui n'ont pas de prise de décision, puis qui n'ont pas de budget non plus, qui n'ont pas de portefeuille. Fait que si moi, je commande, je dis n'importe quoi, 20 000 $ de telle brasserie, mais il ne me parle pas, mais il parle à l'employé qui commande 0 $. C'est aussi un coup d'épée dans l'eau de parler à un employé qui commande 0 $ dans son année, puis moi, je commande 20 000 $ avec mon budget de propriétaire ou de gérant. Tu sais. Fait que c'est une stratégie. C'est aussi à la brasserie d'engager quelqu'un qui est très humain ou qui a une vision, qui n'est pas juste un vendeur à volume, ça. À volume, parce qu'un coup de circuit, tu peux en faire un coup de circuit. Mais ce que tu veux, ou un sprint, tu peux faire un sprint, mais tu vas t'essouffler. Là. Fait que moi, j'ai toujours été en mode marathon et aller doucement. Vaut mieux avoir un partenaire pendant 10 ans qu'un partenaire pendant 1 an, que tu as scoré avec lui ou qu'il a scoré avec toi pendant 1 an. Après ça, ça va plus, tu sais. Puis il y a des partenaires que ça fait 12 ans que j'avais parce que je suis allé à long terme avec eux autres. Puis ils savent que s'ils ont 12 bières, j'en prends 3 puis 4. Ils savent que je suis avec eux autres encore à long terme. Tu sais. Il n'y a pas de stress parce que Charlevoix, il ne me met pas de pression parce que je commande 3 bières sur leurs 12 bières. Tu sais. Je suis avec eux autres à jamais parce que je sais que la bière est sa coche puis qu'ils ont un bon service. Fait que le rep, il sait qu'il va me vendre 3 caisses. Il ne me vendra pas 12 caisses. Là. Puis il y en a d'autres qui arrivent, j'ai 12 caisses. Ah, tu m'en prends pas 7, 8, 9? Non, je t'en prends 4. C'est ça, tu sais, c'est d'y aller doucement, puis à long terme ou à moyen terme, plutôt d'y aller un coup de circuit. Là, mais ça ouvre, ta question, elle ouvre à beaucoup de perspectives, je pense. Oui, c'est une discussion qu'on a souvent. On a commencé une nouvelle série qui s'appelle la réalité dans du plancher. Puis on passe souvent avec des détaillants spécialisés, puis chacun a sa vision de qu'est-ce qu'un marchandiseur, un vendeur, la vision du web, la vision de la clientèle. Puis tout ce qui vient souvent, c'est vraiment prendre son temps à parler avec le monde. C'est vraiment la question la réponse qu'on a souvent là-dessus, c'est comme on a besoin que le monde vienne nous voir. Il faut qu'il fasse des dégustations. Ça, c'est comme le monde dit il faut que tu viennes faire déguster ta bière. C'est la seule façon de sortir ta bière. Hein. C'est la seule façon. Puis bien sûr, parler avec vous autres, vous faire comprendre d'où ce qu'elle vient, l'idée en arrière de ça. Toi, quel style de bière tu vois dans le futur que ça s'en vient? C'est bien sûr, tu vas en parler des bières pintables, des bières comme les belles blondes qui sortent, des affaires comme ça. Mais quelle sorte de style de bière tu vois dans le futur, toi? C'est des bonnes questions. Puis dans le monde de la bière, on se dit, c'est quoi le next big thing? Tu sais? C'est quoi la grosse affaire? Au next big thing, je pense que l'IPA, c'était la next big thing, puis c'est fini, ça.
Tu sais, on a plein de petites affaires, puis on revient au lager, on revient, c'est comme le back to oui. the past. Moi, qu'est-ce que tu vois comme style peut aider le Québec, qui peut aider les dépanneurs tranquillement, les brasseries et les détaillants spécialisés à être en dehors du métro, en dehors du maxi, des affaires comme ça? Tu vois, quand les lagers puis les pilsners sont venus, puis même les Weizen cette année, moi, j'aime beaucoup les Weiss. Ça m'a impressionné, Silo, que ça Weiss. Puis tous des styles plus traditionnels qui sont venus cette année, puis depuis 2 ans et même depuis 3 ans. Je ne l'avais pas prévu il y a 3 ans que les lagers reviendraient si fort que ça. Tu sais. Je pense que Leonardo, je ne suis pas bon là-dedans. Je pense que je serais pas bon à prédire. Par contre, chaque région ou chaque brasserie peut tirer à faire à des trucs saisonniers. Tu sais, moi, j'ai toujours été, hey, c'est le temps du bleuet. Moi, te mettre 5 bières au bleuet sur le comptoir. C'est le temps des bières aux pommes ou des bières à la courge. Moi, t'en mettre des bières avec des épices quand c'est le temps de l'automne. Quand c'est le temps des bières, il y a un temps pour tout. Puis il y a aussi un territoire, exemple Chasse-Peinte, où il y a des brasseries Saint-Pancras qui prennent beaucoup d'ingrédients régionaux. C'est toujours bon. Fait que je ne serais pas très bon à te dire c'est quoi la chose qui va revenir à la mode. Tu sais, l'IPA dans mon commerce, c'est numéro 1 et toujours depuis le début, je crois. Suivi des bières sûres. L'été, c'est très fort, les bières sûres depuis 5-6 ans au moins, facile. Les blanches parfumées, là, que ça rentrerait dans les bières aussi, qui sont des bières d'été ou des bières, peut-être mes 3 styles ou approches les plus populaires chez nous. Ah ouais? Mais je ne serais pas bon pour avoir une réponse pour toi et te dire hey, ça va être les Anglaises qui vont venir. Ils sont déjà revenus, là, tu sais. Mais je ne suis peut-être pas le bon gars pour te dire hey, c'est quoi qui s'en vient. Mais tu veux pas, c'était trop. C'était comme, je ne veux pas me tromper un petit peu. Ouais. Moi, je pense, colle-toi sur les bières saisonnières, colle-toi sur les bières d'ingrédients régionaux. C'est déjà une bonne base. Après ça, la tendance, tu sais, il y a des bières smoothie, des bières dessert, des bières, tu sais, il y a tout ce peu, tu sais. Mais est-ce que ça va chercher un gros marché? Non, c'est des petits marchés. Pour les initiés comme toi et moi, oui, là, moi, je suis un bon joueur. Moi, une bière smoothie, j'aime ça. Tu sais, dimanche matin, avec une chocolatine à midi, là, c'est bon. Mais tu sais, tout le monde qui boit un smoothie, tu sais, moi, j'en bois des smoothies, mais des bières smoothies, mais en tout cas, à ta question, je ne suis peut-être pas le meilleur. Bien, excellent. Toi, tranquillement, tu te détaches un petit peu de ce qui se passe. Je pense pas que tu vas te détacher tout le temps. Tu as quand même, tu sais, c'est comme tu dis, le hamster à 3 heures du matin. Moi, je suis souvent mon hamster qui pense à de nouveaux contenus, qui pense à de nouvelles affaires qui s'en viennent, tu sais. Comment tu vas prendre du recul? Comment tu vas faire pour prendre du recul de 12 ans de travail dans ce marché-là? Je sais pas Je sais pas. Parce que, tu sais, quand j'ai habité Rosemont pendant longtemps, j'ai habité en Hochelag après, à 1 kilomètre de ma job, j'allais travailler à pied. Puis j'ai oublié Rosemont complètement. Okay. Puis quand je vais dans Rosemont, je dis aïe, c'est bien beau ici, c'est bien beau Rosemont. Tu oublies un peu, tu sais, j'ai été guide touristique pendant 13 ans. J'ai oublié complètement, là, je ne retournerai plus dans le domaine. Par contre, le biérologue, c'est différent, c'était mon bébé, tu sais. Mais ce qui est beau, c'est que je suis impliqué encore. Puis on verra étape par étape que les deux parties soient contents. Après ça, moi, boire de la bière, boire du vin, tu sais, j'en ai bu une bière hier, puis j'en bois tout le temps. Là. Sur mon comptoir, j'ai toutes les Donham barriquées au gin, puis la petite mort gin et tout ça, version, tu sais, j'en ai de la bière puis du vin. Mon cellier est plein, là. Ouais, moi aussi, c'est quelque chose que je suis content, mais j'en ai beaucoup de bière là-dedans. Ouais. Mais c'est dur à prédire comment que. Mais moi, c'est parce que c'est ça, je te disais, la culture générale, c'est que j'ai tellement de passion dans la vie. J'essaie d'être multidisciplinaire. Puis, gars, moi, j'ai 53 ans, tu sais. Il me reste combien de temps à vivre? Je commence à me dire, là, ça fait une semaine là, que je suis plus sur le plancher. Puis je me dis, je vais essayer là, de faire des road trips. Je vais essayer de refaire des voyages que je ne fais plus depuis 13 ans. Je vais essayer de refaire mes passions, revoir mes amis. Tu sais,
dans ma famille, des gens sont décédés, puis j'étais quasiment pas là pour eux autres, tu sais, dans les moments cruciaux, parce que j'étais sur le plancher, puis trop concentré. Tu sais, tu manques ta vie d'un sens. Tu sais. Ouais. Fait que c'est une bonne question aussi que j'ai pas la bonne réponse à savoir. Mais la force que j'ai peut-être, c'est d'avoir tellement d'intérêt dans la vie. Là. Toi puis moi, on pourrait parler, je suis sûr, de plein de sujets ensemble, d'autres choses que de la bière. Moi, je suis fan fini de design scandinave. Oui. Moi, je suis fan fini de ça, tu sais, puis le monde ça parle de fintech. J'aime beaucoup le fintech, mais c'est weird, mais c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Fait que c'est ça, c'est peut-être d'avoir